Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 22 juin 2021. Au sommaire de cette édition, la COGERCO connaît la régression progressive. Ses relations commerciales avec Afritextile en serait la cause à suivre au cours de ce journal. Nous parlerons également du démarrage de construction du barrage Djidji et Murenge qui se fait toujours attendre plus de 2 ans après l'octroi du marché. Et à la fin du journal, vous aurez droit au bilan annuel du président Évariste Ndayishimiye dans le secteur routier. Dans un instant, le développement. Merci d'avoir choisi la RPA. Le gouvernement burundais n'a pas mis en œuvre les réformes souhaitées par l'Union européenne dans sa matrice des engagements sur laquelle l'Union européenne attendait des progrès. C'est du moins le contenu de la lettre ouverte adressée aux dirigeants européens par 12 organisations internationales. Ces organisations se disent toujours préoccupées par la situation des droits de l'homme au Burundi. Bob Rugurika. Les préoccupations des 12 organisations internationales sont réparties en 4 parties. Au chapitre des droits humains, les 12 organisations rappellent que des crimes contre l'humanité ont été commis au Burundi et que le gouvernement a refusé toute idée d'enquête sur les crimes commis. Des milliers de personnes ont été tuées, torturées, portées disparues. Le cas emblématique cité dans cette lettre étant celui du journaliste Jean Bigirimana, porté disparu depuis 2016. Les 12 organisations internationales rappellent aux dirigeants européens qu'une douzaine d'organisations de défense des droits de l'homme et des médias indépendants restent suspendues au Burundi sans raison valable malgré les quelques actes isolés du président Ndayishimiye par rapport aux libertés publiques. Au sujet de la liberté d'opinion, ces organisations occidentales indiquent que la grâce présidentielle du président Ndayishimiye a profité à quelques-uns, mais que d'autres, beaucoup plus nombreux, restent en prison. Quant aux milliers de personnes portées disparues, d'autres assassinées, les 12 organisations déplorent l'absence d'enquête et de justice pour les victimes, et surtout que le gouvernement burundais a refusé l'accès au territoire aux enquêteurs de l'ONU. Enfin, les organisations internationales rappellent que le régime du CNDD-FDD a refusé tout dialogue politique avec les autres acteurs burundais en exil. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons de la matrice d'engagement sur laquelle l'Union européenne attendait des progrès de la part du gouvernement burundais avant de lever les sanctions. Hier, il y a eu libération de l'ancien chef de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi. C'est le parquet de la province Bujumbura qui l'a libéré. Détenu depuis fin février, cet administratif était accusé d'avoir trempé dans l'assassinat de l'ancien directeur du lycée Rukaramu. Cette libération n'a pas été bien accueillie par la famille de la victime ainsi que certains défenseurs des droits humains. Emmanuel Niungeko. L'ancien chef de la zone Rukaramu, Dinodo Leonidas Nibigira, a été libéré sur la décision du procureur du parquet de la province de Bujumbura, Patrice Niyonzima. C'est au moment où le même parquet avait pris la décision en date du 8 avril 2021 que Leonidas Nibigira reste en détention préventive, ainsi que 5 autres personnes arrêtées pour le dossier de l'assassinat d'Eric Nijenahagera, surnommé Moudei, survenu dans la nuit du 24 au 25 février 2021. Détenu dans un premier temps au cachot du parquet de la province de Bujumbura, situé en commune Kabezi, Leonidas Nibigira a été transféré à la prison centrale de Mhimba, mais a continué à comparaître au parquet de Bujumbura. Après avoir saisi la cour d'appel de la commune Nahangwa, il a été entendu en date du 21 mai. Ceux qui ont suivi le dossier révèlent qu'il a été notamment interrogé à propos du message téléphonique envoyé par son même chef de la zone Rukaramu qui mettait en garde la victime Eric Nijenahagera. Ce dernier avait présenté son message lors de la réunion des membres du parti CNDD-FDD, une réunion tenue le 21 février, c'est-à-dire 3 jours avant sa mort. Selon des sources en possession de la RPA, tous les témoins interrogés ont affirmé que même le jour de son assassinat, Eric Nijenahagera a été appelé au téléphone par Leonidas Nibigira qui menaçait de le tuer. Après avoir pris le dossier en délibéré, la cour d'appel de Nahangwa s'est prononcée le 25 mai 2021 et a décidé de maintenir de façon préventive Leonidas Nibigira et ses co-accusés. La
La même cour d'appel de la commune Ntahangwa a fait retourner le dossier au parquet de la province de Bujumbura pour analyser le fond de l'affaire, ce qui n'a pas été fait. Angère Nikoyagize, président de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITECA, dit être étonné par cette libération. Hier soir, la Ligue ITECA a été surpris d'entendre la libération de Nibigira Leondas, Andibonera-Kure, chef de zone, Lukaramu et secrétaire du parti CNDD dans la commune Mutimbuzi, qui avait été arrêté et emprisonné pour avoir assassiné Eric Nijenahagera, Andibonera-Kure, directeur du lycée Lukaramu. Difficile de comprendre ce qui se passe au Burundi. Parmi ceux qui ont accusé Leonidas Nibigira d'avoir assassiné Eric Nijenahagera, certains ont fui leur ménage suite aux menaces leur proférées par la famille de cet ancien chef de la zone Lukaramu. Puisque nous parlons justice, Germain Rukuki ne devrait pas passer un seul autre instant en prison. Réaction de l'Organisation internationale des droits de l'homme Human Rights Watch après que sa peine ait été réduite à 1 an d'emprisonnement. Lewis Madge, directeur de l'Afrique centrale de Human Rights Watch, indique que la justice équitable aurait ordonné la compensation pour le temps que Germain Rukuki vient de passer injustement en prison. Le point avec Francine Mahor. Human Rights Watch se réjouit de la réduction de la peine de Germain Rukuki, défenseur burundais des droits humains, une peine de 32 ans que la cour d'appel de Ntahangwa a ramené à 1 an de prison avec une amende de 50 000 francs burundais. Pour Human Rights Watch, cette réduction de peine laisse un sentiment mitigé car selon cette organisation, Germain Rukuki ne devrait pas passer 1 minute de plus en prison. Par contre, estime l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, un système judiciaire juste et impartial aurait dû l'acquitter de toutes les charges et ordonne qu'il reçoive une compensation pour le temps passé injustement en prison. Sur son compte Twitter, Lewis Muji, directeur de Human Rights Watch en Afrique centrale, poursuit en indiquant que les défenseurs des droits humains sont utilisés comme des pions par le gouvernement burundais et qu'on se rejoue à chaque fois que les peines sont réduites avec les amendes excessives alors que d'autres vivent toujours dans le danger ou en exil. Dans son même Twitter, Human Rights Watch indique que l'Union européenne au Burundi avance considérablement dans la voie de la levée des sanctions contre le gouvernement du Burundi, mais n'ose pas reconnaître ouvertement et n'appelle pas à la fin des violations continues des droits humains et l'impunité qui règne au Burundi. Pour que la justice soit rendue pour les abus commis et que les Burundais puissent vivre dans une société libre et démocratique, Human Rights Watch indique en terminant que les sanctions ciblées et la surveillance de l'ONU devraient être maintenues. Parlons droits de l'homme à présent. Le chef de la police dans la commune Marangara de la province Ngozi devrait être sanctionné par ses supérieurs. C'est le défenseur des droits de l'homme Janvier Bigirimana qui réagit après le passage à tabac de la population par son chef de la police accompagné de policiers et d'Imbonerakure. C'était samedi. C'est un comportement ignoble selon maître Janvier Bigirimana. Le comportement qui a été affiché par le commissaire de police en commune Marangara est un comportement gravissime. C'est un comportement qui viole la loi, notamment la Constitution de la République du Burundi, en ses diverses dispositions qui protègent les citoyens contre les abus, contre la violation du droit à la vie, du droit à l'intégrité physique et morale. Et dans le cas d'espèce, nous avons un officier de police qui commet des crimes graves avec des circonstances aggravantes contre la population qu'il était censé protéger. C'est une situation qui doit être découragée, dénoncée, un comportement qui doit être sanctionné conformément à la loi et nous en appelons à la responsabilité des autorités supérieures hiérarchiques pour qu'elles prennent des mesures qui s'imposent pour le cas d'espèce. Nous en appelons également à l'administration communale, tout comme à l'administration provinciale, de ne pas jouer au complice et de dénoncer aux autorités compétentes, plus particulièrement aux autorités judiciaires, ce genre de comportement et de décourager tous les autres comportements qui pourraient être similaires dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent leur pouvoir. Maître Janvier Bigirimana demande également que ce chef de la police à Marangara soit traduit en justice.
Nous demandons également aux autorités judiciaires compétentes de pouvoir appliquer la loi dans toute sa rigueur et de mettre la main au cas échéant sur cet officier de police qui s'est égaré et qui ne respecte ni la loi régissant la police, ni les autres lois de la République, y compris la Constitution, parce que c'est anormal qu'un officier de police qui était censé protéger une population puisse se transformer en quelqu'un qui viole sur toute la ligne de la loi en admettant des actes de torture à l'endroit de cette population innocente. Nous savons que ces personnes qui ont été tabassées, qui ont été torturées, n'avaient pas commis d'infraction, et même si tel était le cas, nous savons que la loi ne permet pas à ce qu'il y ait des sanctions physiques à l'endroit de personnes qui commettent des fautes, commettent des infractions. Et l'article 23 de la Constitution de la République du Burundi précise clairement que nul ne peut être traité de façon arbitraire par les organes de l'État, y compris les agents de l'État, d'où nous demandons à ce que la justice soit faite et que toutes ces populations soient indemnisées et que des soins de santé leur soient garantis le plus rapidement possible avant que leur santé ne se dégrade pas. Nous demandons en fait à toutes les autorités administratives, notamment les autorités centrales du pays, de pouvoir prendre des mesures qui s'imposent pour faire respecter la loi à l'endroit des officiers de police et des agents relevant du ministère de la Sécurité publique, parce que ce cas n'est pas isolé. Dans un instant, nous nous rendons à la Régie nationale des postes du Burundi. Il s'observe des grognes au sein des clients de la Régie nationale des postes du Burundi qui envoient des courriers à l'étranger. Ces derniers indiquent que les frais d'envoi des courriers sont pour le moment extrêmement élevés. Ils sont également obligés de payer en devises alors que ces devises se font de plus en plus rares dans le pays. Suivez plutôt ce client de la Régie nationale des postes du Burundi. Auparavant, je payais entre 50, 60 ou 100 000 francs burundais pour un courrier d'1 kilogramme, 2 ou 3 kilogrammes. J'ai été surpris d'apprendre dernièrement que je dois désormais payer $100 pour un courrier qui pèse 1 kilogramme. Nous savons qu'au Burundi, les transactions se font aujourd'hui en monnaie locale suite au manque criant de devises. Nous déplorons cette mesure de la Poste car ces transactions sont extrêmement chères. On a aussi de grandes difficultés pour trouver des devises qui sont de plus en plus rares au Burundi. Ça nous décourage beaucoup et plusieurs de ces clients veulent abandonner. Nous demandons aux autorités de la Régie nationale des postes du Burundi de revoir à la baisse les frais de courrier et surtout de nous laisser payer en monnaie locale. Je vous le disais dans les titres, les relations commerciales inéquitables entre la Cogerco et l'entreprise Afritextile serait le principal facteur de la régression économique que connaît la compagnie de gérance du coton. Le personnel de cette dernière estime que l'entreprise Afritextile chercherait à la faire couler dans le but de récupérer facilement cette entreprise. Dani Claire Iratumba pour plus de détails. La convention de vente de coton entre l'Afritextile et la Cogerco date de l'année 2018. Les informations que nous détenons du personnel de la Cogerco indiquent que cette convention s'inspire des prix contenus dans le protocole d'accord entre le complexe textile de Bujumbura, Kotebu et la Cogerco signé en 1994. Le personnel de la Cogerco trouve donc ces prix disproportionnels au temps actuel, surtout que Afritextile, entreprise concessionnelle de la Kotebu, est privée. À cette époque, l'État du Burundi avait des actions au sein de la Kotebu. Vous comprenez qu'Afritextile ne peut pas bénéficier des mêmes avantages que la Kotebu. Le personnel de la Cogerco s'indigne également que le prix de Liverpool sur lequel se base l'Afritextile soit dérisoire en considérant les conditions de production de l'agriculteur burundais. Il dénonce également le remboursement des déchets contenus dans le coton fibre. L'Afritextile demande chaque fois un remboursement d'environ 500 millions en disant qu'elle a trouvé des tonnes de déchets dans le coton. Vous comprenez que la Cogerco est au bord de la faillite. L'acheteur ne peut pas revenir pour échanger un produit qu'il a déjà consommé. On n'a même jamais vu les agents de l'Afritextile ramener les déchets dont ils parlent pour le pesage.
Le personnel de la Cogerco déplore l'inertie de leur direction face à cette situation qui est à l'origine des problèmes de paiement des employés. Ils accusent alors ces directions d'être de mèche avec l'Afritextile qui, selon eux, veut faire tomber la Cogerco. Nous entendons dire qu'il y a des réunions qui sont organisées ces derniers jours au domicile de Talouk. L'objectif est de ruiner l'entreprise en fait que Talouk puisse acheter à faible prix la Cogerco. L'ancien directeur général, Pierre-Claver Nahimana, c'est le consultant qui a choisi l'Afritextile pour aider à acquérir la Cogerco. On l'estime à environ 1 milliard de francs burundais. Pour rappel, les employés de la Cogerco viennent de passer 3 mois sans toucher leur salaire et plus de 10 mois sans bénéficier des indemnités d'assurance et de sécurité sociale. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Tarouk Bachil, le patron de l'Afritextile, mais après lui avoir parlé de l'objet de notre appel, il nous a raccroché au nez. La gouvernance est également mise en question dans la construction du barrage Djidji Muremge. Des experts qui suivent de près les activités de construction de ce barrage hydroélectrique accusent l'ancien directeur général de la Régie des eaux, la Banque mondiale ainsi que l'Union européenne d'avoir soutenu des manquements qui s'observaient lors de l'octroi du marché de construction du dit barrage. Après 2 ans et 8 mois, le démarrage des activités de construction du barrage se fait toujours attendre. Plus de détails avec Éloge Divin Remèche. Ces experts révèlent dans leur observation que le contrat signé en date du 18 octobre 2018 entre la société italienne CMC et l'ancien directeur de la Régie des eaux, Simeon Hawonimana, devrait être rapidement annulé pour diverses raisons qui ont montré que la CMC pouvait ne pas respecter les délais d'exécution. Ils disent qu'après la signature du contrat, la CMC, qui était le chef de file des travaux et associé à la société égyptienne Orasme, n'a jamais mis les pieds sur terre pour pouvoir démarrer les activités de construction proprement dites du barrage. C'est étonnant, selon ces experts, qui se demandent pourquoi le contrat n'a pas encore été annulé malgré le retard. Ils ne comprennent pas non plus le pourquoi du paiement d'une avance de 29 millions de dollars américains à l'Orasme, qui était déjà sur terrain, une somme qui équivaut à presque 10% du coût total du projet de construction du barrage Djidji Muremge, estimé à 270 millions de dollars américains. Selon ces experts, ces sommes déboursées ont été données à la société Orasme alors qu'elle n'était pas chef de file des constructions. Ces experts révèlent aussi que la société Orasme n'avait pas les compétences nécessaires pour effectuer seule les travaux de construction. Pour eux donc, les sommes données auraient pu être versées à la société CMC si bien sûr elle était sur place, comme le montrait le contrat. Ici, ces experts ajoutent que ces sommes d'argent ont été données après la non-objection de la Banque mondiale via son représentant pays au Burundi du nom de Nestor Kofi, qui a délivré cette non-objection en sachant que la société Orasme n'était pas chef de file. Autre constat évoqué par ces experts qui suivent de près le projet de construction du barrage Djidji Muremge, ce sont des observations émises par le conseiller du directeur général de la Régie des eaux, Jean-Jacques Raoul, inscrite dans une correspondance qu'il a délivrée au directeur Simeon Hawonimana 2 mois après la signature du contrat. Il lui faisait part de ses inquiétudes quant à un probable non-respect des délais d'exécution des travaux par la société CMC. Entre autres inquiétudes, Jean-Jacques Raoul disait que la société CMC était à ce moment en règlement judiciaire, comme l'attestait le communiqué de presse de la dite société qui datait du 7 décembre, ce qui indiquait qu'il pouvait tomber en faillite. En plus de cela, Jean-Jacques Raoul a rappelé au directeur général Simeon Hawonimana un lien internet qu'il lui avait donné lui-même et dont le contenu donnait des informations montrant que la société CMC avait stoppé des activités de construction au Népal, ce qui laissait des craintes quant au respect des délais d'exécution du projet de construction du barrage Djidji Muremge. Le conseiller Jean-Jacques Raoul a parlé également au directeur général Simeon Hawonimana qu'en tant que maître d'ouvrage, il était possible de résilier à temps le contrat avec la CMC sur base des inquiétudes soulevées. Et Jean-Jacques Raoul de recommander à Simeon Hawonimana de saisir la Banque mondiale pour lui parler de la situation et lui demander de ne pas valider sa non-objection et ainsi la consulter sur une éventuelle réattribution. Toutes ces lacunes qui ont émaillé l'octroi du marché de construction du barrage Djidji Muremge se manifestaient sous l'œil des institutions qui allaient donner des aides, en l'occurrence la Banque mondiale et l'Union européenne, qui
qui étaient les principaux bailleurs du projet de construction du barrage Djidji Murembwe qui n'a pas encore démarré. Au sein de la rédaction de la RPA, nous n'avons pas encore eu la représentation de ces deux institutions qui étaient les principaux bailleurs du projet pour entendre leur version des faits. Dossier à suivre. La gouvernance, c'est également ce syndicat Siditrab des travailleurs de la Braroudi qui compte porter plainte pour que les 73 salariés concernés par la mesure de licenciement économique soient rétablis dans leurs droits. La justice va être saisie car la direction de cette entreprise n'a pas voulu appliquer la décision ministérielle avec comme motif que c'est elle la principale actionnaire. Le point avec Elvis Nyomongeri. Les 73 employés de la Braroudi concernés par la mesure de licenciement économique affirment qu'après avoir constaté que la direction de cette entreprise fait sourd des oreilles à la décision du ministère et aux recommandations du président de la République, ils ont décidé d'approcher le syndicat des travailleurs Siditrab afin de plaider pour leur cause. Nous avons approché nos responsables dans le syndicat Siditrab, leur disant de plaider pour nous, car la direction n'a pas exécuté la décision du ministère, voire même les recommandations du président de la République. Ils ont accepté qu'ils vont très prochainement apporter notre cas à la justice. Ils ont dit qu'ils ont déjà commencé les démarches. Les 73 travailleurs de la brasserie et limonaderie du Burundi continuent à espérer que le président de la République pourra un jour réagir et les rétablir dans leurs droits. Nous continuons à espérer que le président de la République va réagir. Nous pensons que ça traîne car notre dossier est passé dans différents départements de la présidence. Nous avons envoyé une correspondance à la présidence et nous espérons que le président de la République va mettre en application sa promesse. Nous avons essayé de joindre Etienne Geshmana, inspecteur général du travail, dans le ministère du Travail, mais sans succès. Clôturons la page gouvernance. Il y a des grognes au sein de certains habitants de la ville de Bujumbura quant à la mise en exécution de la décision de démolition des bâtiments anarchiquement construits. Ils déplorent la politique de 2 poids 2 mesures. Les maisons de certains cadres du parti CNDD-FDD et des forces de sécurité restent intouchables selon les citadins. Les détails avec Eric Nyonzima. Ce projet de démolition, de construction, bâti anarchiquement et surtout celle ayant dépassé les bornes d'horaire passées, a commencé en début de cette année à mairie de Bujumbura. Il est actuellement aussi exécuté dans certaines provinces de l'intérieur du pays. Après les zones de Ruyenzi, Kamenge, Kanyosha et Giza, ce programme a été mis en exécution la semaine dernière dans les zones de Nyakabiga et Gihosha. Bien qu'un certains habitants de la ville de Bujumbura saluent cette initiative, vu le désordre qui s'observait dans les rues de la capitale économique, d'autres pognent à cause de la façon dont elle est exécutée. Elle déplore que la mesure ne semble pas aujourd'hui concerner les cadres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD et des corps de défense et de sécurité. Les maisons de ces derniers ne sont pas démolies et ils continuent plutôt à les entretenir. Pourtant, dans une conférence de presse animée jeudi dernier, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, avait rassuré que toute personne qui a dépassé les bornes de sa parcelle devra se conformer à cette mesure sans distinction aucune. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le maire de la ville, Jimmy Atungimana, sans succès. Dans un instant, nous parlons société. RPA. Le prix de certaines denrées alimentaires a doublé en mairie de Bujumbura dans une période d'1 mois seulement. Une situation qui préoccupe des citadins qui ne savent pas comment affronter cette situation de montée excessive des prix. Les détails avec Eloge Kwizera. Les denrées alimentaires dont les prix ont excessivement monté, c'est l'huile, les oignons, le riz, les tomates, ainsi que le petit pois. Les habitants qui consomment ces aliments disent qu'ils ne savent plus quoi dire. C'est très grave. Un kilogramme d'oignon rouge coûte 3000 francs burundais. Un kilogramme d'oignon blanc s'achète à 1800. Pour les tomates, un kilogramme c'est 3000 ou encore 2800, alors qu'avant c'était 1800 seulement pour 2 kilogrammes. Donc, les prix des denrées ont beaucoup grimpé. Nous ne savons plus à quel sens se vouer.
tugiye kubabana ibintu byose byadutse ntibizadukira na bitumira. Selon ces habitants, le prix de ces denrées a doublé dans une période de mois seulement. Le riz qu'on achetait à 1400 ou à 1500, aujourd'hui c'est 1700 ou 1800 le kilogramme. Quant au riz d'origine tanzanienne, il s'achète à 3000 et là, tu ne discutes pas. Cela au bout d'un mois seulement. L'huile appelée Golden, qu'on achetait à 22 000 ou 24 000 aujourd'hui, il s'achète à 32 000 francs. L'huile de palme qu'on achetait à 1500 en litre et demi, pour le moment c'est 4 000. C'est très inquiétant. Ces habitants s'approvisionnent souvent au marché de Chessio. Avant, quand tu te rendais au marché chez Sion, tu trouvais les denrées à un bon prix. Mais actuellement, c'est le contraire. Le petit pois qu'on y achetait à 3 000 un kilogramme, après avoir discuté avec le commerçant, actuellement c'est 4 000. C'est effrayant. À propos de ces grognes des habitants de Bujumbura, la rédaction de la RPA a contacté Madame Capitoline Nyonizigiye, ministre du Commerce et de l'Industrie, pour s'exprimer, mais sans succès. Parlons réfugiés à présent. Le projet appelé Agate Kakachu Fund, lancé ce lundi, est destiné aux réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda, qui sont vulnérables. Marguerite Varangitse, qui est parmi les initiateurs de ce projet, indique qu'il a pour objectif principal de permettre aux réfugiés d'avoir de quoi manger. Marguerite Varangitse explique le fonctionnement de ce projet. J'ai toujours été en déclic. Dès que je vois la souffrance d'une personne humaine, ça m'empêche de rester dans l'indifférence. Ces familles qui se voient le soir sans rien manger, sans rien nourrir leurs enfants. Comme ça, dans la spontanéité. Alors on va créer quelque chose. On va empêcher que nos frères et sœurs soient humiliés, n'aient rien à manger. À mes amis, je leur ai dit, allez dire là où vous allez dans les bistrots, que chacun contribue pour que nous puissions nourrir nos frères et sœurs. Un fonds pour pouvoir secourir nos frères et sœurs. Parce que nous avons un dénominateur commun. Nous sommes tous réfugiés. Je ne peux pas rester indifférente et notre mission, c'est de pouvoir distribuer aussi à nos frères et sœurs la dignité. Comme ça, j'ai écrit à mes amis et puis les amis burundais aussi, à Kigali, il y en a qui ont donné 50 000. Et puis, le personnel de la Maison Shalom a rassemblé le fonds. Alors, je leur ai dit, après une semaine, on avait une somme de 6 millions de francs rwandais. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il faut lancer ce fonds. On l'a appelé Agate Kakachu, notre dignité. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à chaque Burundais qui m'écoute, n'importe où il est, à Kigali ou ailleurs, que ça nous concerne nous tous, ça concerne notre dignité. C'est un projet d'urgence. Des gens affamés comme vous les avez vus. Ce soir, de toutes les façons, chaque réfugié qui a participé, les 250 sont partis avec 1200 francs rwandais. Donc ils peuvent aujourd'hui manger. Marguerite Varangitse a également fait savoir que ce projet est vivement destiné aux réfugiés se trouvant dans la catégorie 3. Cette catégorie ne bénéficie d'aucune assistance dans le camp pour le moment. Et depuis quelques jours, à la fin du journal, nous dressons le bilan du pouvoir d'Ndayishimiye pendant sa première année au pouvoir. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'état de la voie routière. C'est l'un des secteurs qui souffre beaucoup au Burundi pour le moment. Même si la situation date du règne de Nkurunziza, la voirie s'est beaucoup détériorée depuis la prise du pouvoir par Evariste Ndayishimiye. Devant l'Assemblée nationale, son Premier ministre a même reconnu que le gouvernement n'a pas réussi à réhabiliter certaines infrastructures à cause de l'attitude des donateurs. Le point avec Marie-Ange Irakoze. En 2020, les rapports d'Office burundais des routes montraient que 46% des routes nationales étaient en mauvais état, 26% en état tolérable et 11% en bon état. L'Office burundais jugeait que 17% seulement des routes nationales étaient en très bon état. En 2021, le gouvernement a assisté impuissant à la détérioration continuelle des routes nationales l'une après l'autre.
La route nationale numéro 3 longeait le lac Tanganyika vers le sud du pays, jadis goudronnée, est désormais en terre battue et caillouteuse sur une grande partie. Les parties qui présentent encore des traces de goudron sont remplies de nids de poules. La montée des eaux du lac Tanganyika a empiré la situation. Le gouvernement Nkurunziza avait déjà annoncé sa réhabilitation en 2015. Les ponts sur cette route sont plus que jamais fragilisés. La route nationale numéro 5, axe reliant Bujumbura à la province Cibitoke, est difficilement praticable sur plus de 25 km à partir de Kaburanwa. Les députés élus dans la circonscription de Cibitoke se disaient déçus de la réhabilitation de cette route parce qu'ils ont assisté à sa détérioration peu de temps après les travaux. La route nationale numéro 9 reliant Bujumbura à la province de Bubanza est aussi en mauvais état. Des nids de poules s'y observent. C'est également le cas pour la route nationale numéro 7, Bujumbura-Ijenda. Presque la moitié de la route passant au-dessus de la rivière Kamesa s'est effondrée. Une autre partie s'est tassée sous le poids de la terre. De temps en temps, la route nationale numéro 1, la voie principale du pays, reliant Bujumbura aux provinces du Nord, est affaissée, surtout en Bujumbura rural, suite aux pluies abondantes. La route nationale numéro 2 se dégrade également du jour au lendemain. Il en est de même pour la route Gitega-Rutana. Les ponts sur ces principaux axes se sont également effondrés l'un après l'autre. Dans une période de 6 mois, de novembre 2020 à mai 2021, 5 différents ponts se sont effondrés. La réhabilitation de ces ponts ne se limite jusque-là qu'à la construction des ponts provisoires. Au niveau des routes provinciales, l'Office burundais des routes reconnaît que 65% de ces routes est en mauvais état. La voirie de la capitale économique est totalement dans un état désastreux. Présentant le rapport de mise en application du programme du gouvernement exercice 2020-2021 devant le Parlement le 15 avril dernier, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a reconnu que le gouvernement avait du mal à réhabiliter les routes parce que les donateurs ne lui facilitent pas la tâche. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 22 juin 2021. Merci à l'équipe technique, merci également à l'équipe rédactionnelle, merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation, au revoir.